Bonjour, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Hello Claire, tu vas bien? Très bien, et toi? La tempête est passée par chez toi? Chez nous, c'était le bazar. Oui. Alors, on est heureux de vous accueillir sur ce troisième no-code crash test. Aujourd'hui, on va essayer Panda Suite. J'ai un trou parce qu'en fait, sur une formation no code, j'ai parlé de plein de solutions. J'ai parlé de Panda Suite, j'ai parlé de Good Barber, j'ai parlé de Zilio. Donc ça, c'est les deux autres qu'on a testés avant. Et j'ai parlé aussi de plein d'autres choses, mais voilà, du coup, je suis un peu dans la course aujourd'hui. Ça arrive. Il y a du monde on va attendre que tout le monde arrive gentiment. Bonjour No-Code Chronicle qui se demande ce que c'est que le no-code. Salut à le no-code. Nous avons 2 Olivier dans la place, c'est bien déjà. Il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres. On est une population assez nombreuse. Bonjour Pierre-André. Ah tiens, salut Pierre-André. Je sais pas si Pierre-André, j'ai vu qu'il partait en Asie. Je sais pas s'il est déjà parti, Pierre-André. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais faire un peu d'autopromo, tiens. J'ai mis derrière mon nom, j'ai mis Bootcamp Serious No Code. Parce que sinon, à part ça, je fais aussi un bootcamp, une formation sur WeWeb et Supabase. Et comme ça commence dans bientôt un mois, dans le 6 mai, je suis en pleine phase de promotion sur cette formation. Donc le bootcamp Serious No Code, c'est un bootcamp sur WeWeb et Supabase. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un no-code crash test sur WeWeb. Tu connais toi un peu WeWeb? Pas du tout, justement. Ah bah tu vois, ça sera l'occasion. Et puis je sais pas, on va inviter Joyce. Elle nous fera. Moi, je me tairai parce que je connais évidemment très bien WeWeb. C'est ça de ne rien dire et de te laisser découvrir. Donc ouais, pour revenir au bootcamp parce que je digresse, c'est une formation pour développer des outils no-code très sérieux et qui scale à l'infini avec WeWeb et Supabase en back-end, WeWeb en front-end et Supabase en back-end. Et c'est un peu la spécificité de WeWeb. Je sais pas s'il y a d'autres outils. Tiens, d'ailleurs, je me demande s'il y a d'autres outils qui sont vraiment pure front. Alors, il y a des trucs genre des app builders genre Retool, BuddyBase, AppSmith, tout ça qui sont des pure front, mais qui sont plus des back builders en fait. Enfin, voilà. Mais l'avantage de WeWeb, c'est qu'on a d'un côté le front et de l'autre côté le back. Et le back, on peut choisir ce qu'on veut. Il y en a pas mal qui utilisent Xano aussi, qui est très probablement un bon outil, mais que je connais très très peu. Mais moi, je suis un grand fan de Supabase. Voilà. Pierre-André nous dit qu'il est encore là pendant 2 mois et demi, ce qui fait que tu peux. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a en dessous? Olivier qui nous dit un autre Olivier. Tu vois encore un autre Olivier? Ah non, c'est le même. Sur les robots Paper. Ah ouais, cool. D'accord. Bien. Peut-être que ça a évolué, Olivier, sur les robots Paper. Tiens, ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. On va peut-être attaquer. On va peut-être inviter Aude et Benjamin, qui sont justement les fondateurs de. Bonjour. Salut Aude. Salut Benjamin. Salut Olivier. Salut Claire. Et vous saviez que vous aviez utilisé sur les robots Paper? Oui. On avait un partenariat effectivement avec SoftBank Robotics. On a développé un composant PaperChat. Donc oui. Ah ok, cool. C'est sympa. C'est très drôle comme. Alors Paper, c'est des petits robots. Enfin non, des plus grands. Des grands Paper. Des grands. C'est pour les expositions en fait. Ouais. Donc c'est assez drôle. Et voilà, il y a Olivier. Il y en a un troisième Olivier. Tu vois, un troisième Olivier, je te dis. Les Oliviers domineront le monde. Avant, je faisais beaucoup de e-commerce et dans le e-commerce, le nombre d'Olivier qu'il y avait, c'était assez impressionnant. C'est une génération. C'est assez marrant. Je connaissais Olivier Lévy, Olivier Marx, Olivier Pêcheur.com. Comment il s'appelle Olivier Pêcheur.com? Je sais pas, mais vous pouvez pas savoir. Voilà. Mais bon, bref.
donc, on va parler de… Comment ça domineront? Domine déjà le monde, d'accord, d'accord. Il n'y a jamais eu de président de la République qui s'appelait Olivier, je crois. Ça peut venir, je suis pas sûr. Mais alors, donc Panda Suite. Donc Panda Suite, c'est dans la suite de notre série sur les mobile app builders. Et Panda Suite, c'est assez sympa parce que c'est original. Vous existez depuis un moment déjà, Panda Suite, non? Oui, oui. Allez, racontez-nous un peu l'histoire. Le code soit popularisé, donc ça fait un petit moment. Ouais. C'est ça, c'était en 2015, le lancement de la bêta. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Racontez-nous un petit peu l'histoire, comment votre adoption du no-code, parce que vous faisiez du no-code sans le savoir, j'imagine. C'est ça, on passait plus de temps à essayer de faire comprendre ce que c'était et les avantages que de vraiment développer la solution. Mais c'était vraiment dans le parti pris parce qu'il y avait les premières applications iPad à l'époque avec Al Gore qui présentait en fait déjà à l'époque les enjeux climatiques. Et donc, on pouvait souffler sur la tablette pour faire tourner l'éolienne et remplir des batteries, etc. Et on trouvait ça hyper sympa de pouvoir du coup présenter l'information comme ça. Et il n'y avait pas d'outils en fait qui permettaient de le faire simplement et plein de gens qui avaient plein d'idées, quoi. Et donc, c'était vraiment en fait ça notre première rentrée dans le no-code, c'était de proposer un outil qui facilitait tout ça, quoi. Donc, on était rentré vraiment sur la partie ludique, interactive, l'engagement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure… On appelait multimédia à l'époque. Exactement, ouais. Et après, on terme un peu passé en désuétude, mais en soi… Exactement. Donc voilà, et après on a évolué de l'iPad au mobile, d'iOS à Android au web. Et effectivement, avec l'émergence du no-code, il y a eu tous les outils no-code et les besoins d'intégration et de gestion de données. Et donc, par la suite, on a sorti une V2 qui intégrait toute cette brique data qui permettait effectivement, en plus de cet aspect visuel, d'avoir des connexions avec des données, des utilisations. Et on va le voir aujourd'hui. Ah ben, il y a plein de gens que je connais. Il y a David qui est là. Bonjour David. Alors, Claire, tu nous fais une petite présentation du concept? Hop, alors, donc, no-code crash test, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous rejoignent? C'est présenté par Olivier et moi-même. Chacun à tour de rôle, on prend la main sur une application. Et l'idée, c'est de faire en no-code le même outil dans plein d'applis no-code pour pouvoir les tester, jouer avec et puis les découvrir ensemble. Donc aujourd'hui, Panda Suite, on va vous présenter un petit peu l'application qu'on développe à chacune de ces émissions. C'est une petite application de gestion des demandes d'intervention, par exemple pour une collectivité qui veut que ses administrés lui remontent les demandes d'intervention sur la voirie. Donc, c'est un petit formulaire dans lequel l'administré va pouvoir rentrer une photo pour indiquer ce qu'il a repéré, dire un petit peu est-ce que c'est en voirie, en façade, en trottoir, mettre quelques détails, laisser son adresse mail, son nom, son prénom, on s'est rendu compte qu'on avait oublié dans cette version-là l'adresse aussi, le lieu où ça se passe, donc on s'est dit que ça pouvait être utile, donc on l'a rajouté. Oui, puis ça montre des fonctionnalités intéressantes sur les apps aussi, sur tout le côté géologue qui est quand même l'intérêt des apps. Exactement, donc voilà. Donc, Olivier, je te laisse prendre la main pour nous présenter un petit peu comment on va pouvoir faire ça sur… Attends, avant, on a nos cas d'usage. On va d'abord présenter les cas d'usage. Aude, Benjamin, alors, exercice qu'on fait à chaque fois, en fait. Moi, j'aime bien parce que c'est assez intéressant de voir un peu quels sont les usages classiques et en tout cas, ce que vous, en tant qu'éditeur, vous aimez bien mettre en avant comme usage des fonctionnalités. Et ça permet toujours, un peu l'idée de no code crash test, c'est un peu d'arriver à positionner les différentes solutions par rapport aux autres. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc, les cas d'usage, moi, j'aime bien. C'est pour ça, c'est assez cool. Yes, tout à fait. Alors, en fait, on a positionné la 4 cas d'usage. Il y en a plein avec Panda Suite. Mais en fait, s'il faut comprendre quelque chose par rapport à Panda Suite, c'est 2 points de différenciation. Le premier point, ça va être vraiment la liberté de création. On va pouvoir vraiment jouer, tout personnaliser dans l'interface, vraiment rajouter du ludique. Et l'idée, c'est vraiment via l'interface et via l'application de pouvoir créer une expérience utilisateur engageante.
Et le deuxième point, ça va être vraiment les déploiements, parce qu'on va pouvoir créer une application, une web app ou une application native iOS, Android, avec également les possibilités de hors ligne, ce qui est important pour les applications mobiles. Donc, quel que soit le cas d'usage, on va pouvoir déployer et avoir toutes les fonctionnalités hors ligne, même avec de la data. Donc là, on a mis en avant 4 cas d'usage qui nous paraissent les plus intéressants à discuter et à vous présenter. Donc, le premier, c'est vraiment développer des applications au sein de son organisation. On a le cas au sein de la gendarmerie nationale ou même au ministère de la Justice ou quoi que ce soit, donc des applications de métier. Ici, c'est l'application Jean d'élu qui a été réalisée en interne par des gendarmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour leur métier, ils avaient besoin de présenter l'information. Et là, c'est à destination des maires, donc on est un peu dans les mêmes cas d'utilisation qu'on a là. On est vraiment au niveau de la collectivité. Mais là, c'était comment, en tant que gendarme, je peux créer en interne une application simplement et rapidement et la déployer. Celle-ci, elle est sur les App Store. Donc ça, c'est le premier cas. Après, sur le deuxième cas d'utilisation, on va être vraiment sur développer l'engagement. Alors, c'est la slide d'après. Voilà. Donc, on va avoir beaucoup de sujets autour de l'e-learning, la gamification, comment créer du contenu interactif. Ici, la petite application, vous voyez, c'est une application qui a été réalisée au sein du Crédit Agricole, au sein de l'IFCAM, qui est l'université du groupe Crédit Agricole. Ils avaient une exposition en interne et l'idée, c'était avec le Covid, comment arriver à digitaliser cette exposition et la rendre vraiment mobile. Mais qui dit mobile dit, souvent on a peur de perdre l'intérêt des utilisateurs. Donc, c'était comment mixer le contenu d'une exposition, donc à la fois des textes, des vidéos, des choses comme ça, et avoir une partie beaucoup plus ludique et engageante. Et donc là, vous voyez, là, les petites rubriques jouer pour apprendre, se tester. Donc, il va y avoir des petits quiz, il va y avoir des petites vidéos et on va se challenger. Et donc, ça va être vraiment un mix entre de l'information plus statique et des petits jeux et des petits modules interactifs. On peut aussi se connecter avec un LMS. Enfin, voilà, il y a pas mal de sujets un peu différents là-dessus. C'est assez sympa, c'est un peu lié au sujet de l'onboarding RH en fait, parce que dans l'onboarding RH, tu as un petit côté e-learning, tu vois, tu as une espèce de continuité dans le truc et c'est pas mal l'idée d'une app pour l'onboarding RH. Et puis en plus, ça peut être un truc qui peut être envoyé même avant que le salarié il arrive. Souvent, il n'a pas encore accès au système d'information de l'entreprise parce que les accès commencent au premier jour de travail et ça peut être aussi une façon de l'engager un peu dans l'entreprise avant qu'il arrive. Moi, je trouve que c'est assez cool. Ouais, tout à fait. Et là, surtout, on monte du mobile, mais il y a aussi la possibilité de faire une web app et d'avoir l'expérience sur ordinateur. Donc, c'est assez pratique côté collaborateur d'avoir ta plateforme digitale d'accueil qui, effectivement, te donne toutes les ressources avant ton intégration et tout au long de ton intégration et des ponts aussi avec tous les outils que tu vas utiliser. Parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y a un intranet, mais souvent, l'intranet, c'est un peu le bazar. Et donc, en fait, c'est un moyen de créer un chemin et d'accompagner l'utilisateur, enfin le collaborateur dans ses premiers pas. Voilà, le troisième axe, c'était la digitalisation des supports de communication. Il y a beaucoup de brochures interactives, de catalogues interactifs, même de bandes tactiles, donc on regroupe pas mal de sujets là-dedans. Mais c'est, voilà, j'avais des supports de communication à un moment, que ce soit des kakémonos, que ce soit des brochures, que ce soit des catalogues, que ce soit des PowerPoint. Donc, comment je crée une expérience digitale dans tout ça? Et là, ce que vous voyez, c'est une application qui accompagne les commerciaux de JLL. On est dans l'immobilier d'entreprise. Et là, l'enjeu, c'était, ils avaient un besoin de support hyper dynamique et adapté à leurs besoins. Et donc, en fonction des questions qu'ils vont poser aux prospects, voilà, ils vont avoir les bonnes informations au lieu d'avoir un truc use case, une presse. Voilà, ils ont un outil clé en main qui les accompagne sur le terrain. Et c'est vrai que les outils d'aide à la vente, c'est assez marrant. C'est un peu le après PowerPoint, quoi. Alors souvent, le no-code, c'est souvent le après Excel, et là, c'est le après PowerPoint. C'est ça. Et quand tu veux un truc qui soit plus beau, que tes utilisateurs ne bricolent pas eux-mêmes, parce qu'en fait, les PowerPoint, c'est ça, en fait. Hein, les gars, après, ils bricolent leur PowerPoint pour faire des trucs qui font des trucs tout moches, et ils changent le discours. Et là, en outil d'aide à la vente, c'est super intéressant. Puis la possibilité de mettre des favoris, de pouvoir les envoyer aussi après, d'où le côté aussi après PowerPoint, d'avoir des outils vraiment qui vont se connecter à un CRM, etc. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas, je vais dire, tu es à la limite de l'outil de gen lead, mais non, en fait, ça peut être carrément un outil de génération de lead. Complètement. Ouais, tu peux le mettre. Ouais, c'est intéressant. Et tu peux faire des configurateurs produits. Créer ton produit, je sais pas, tu fais
comment on appelle ça, tes cuisinistes. Oui, c'est ça. Tous les sujets un peu en mode IKEA, où tu as un besoin de personnaliser. Donc, tu fais ta configuration et après, tu rentres tes coordonnées et tu es contacté par le commercial qui sait un peu tes désirs les plus précis. Ok, super, ça marche. On y reviendra. Enfin, voilà, c'était vraiment pour le montrer. De toute façon, on va rentrer dedans. Hein, on va rentrer dedans. Le quatrième d'usage qui était plus culture. Du coup, il y a une dernière slide. Ouais, c'était la dernière slide. C'était. Ah, mais tu as mis 4 slides. T'as triché. Oh là là. Moi, j'ai mis 3, t'en as mis 4. On a 2 slides, Olivier. Voilà. Et donc là, on est plus sur la médiation culturelle, les musées, que ce soit des applications audio guides, des bornes actives, des choses comme ça. Voilà. Ok, ouais. Donc là, pour le coup, vraiment le côté multimédia. Exactement. Ouais. Avec de la recherche quand même connectée là à Airtable, où on a du coup une recherche en direct. Et donc, c'est aussi une application qui est hybride. C'est ça qui est intéressant. Il y a la partie multimédia, de présentation des œuvres, etc. Mais on peut aussi avoir un catalogue. Donc là, je ne sais plus, c'est 4000, je crois, projets de restauration. Et donc, du coup, ils sont totalement alimentés par Airtable et avec cette gestion aussi offline, puisque cette application est offline. Donc, on a aussi des outils qui permettent d'extraire toute cette base de données avec tous les médias, malgré la temporalité maintenant des assets d'Airtable et de les packager en fait en une application. Ouais, ok, c'est clair. Alors, pendant que tu bascules du coup sur l'outil, on a un de nos Olivier qui demande, c'est pas un souci de s'appeler PandaSuite à côté de PandaDoc? On se fait plein de copains dans la famille des pandas. On est juste une grande famille. Et comme ça, tout le monde a l'impression de nous connaître. Ceci dit, PandaDoc, il ne doit pas exister depuis très longtemps. Hein. Alors, j'ai vérifié, je me suis posé la question. Il existe depuis 2016, mais comme c'est américain. Ah, 2016. Tu vois, vous étiez les premiers. Hein. On les appelle direct. Alors, je vais partager mon écran. Je prépare mes petits écrans qui vont bien parce que je voulais ça. Voilà, c'est bon. Alors, petite particularité de PandaSuite par rapport aux autres outils qu'on a testés jusque-là, du coup, c'est un outil à installer sur son poste pour pouvoir créer l'application. C'est ça. PandaSuite Studio, effectivement, qui s'installe sur l'ordinateur. Et voilà, dans lequel on va pouvoir faire toute la créa et on va voir ça étape par étape. Et on a une application qui est PandaSuite Viewer, qui est aussi disponible sur iOS et sur Android. Donc voilà, je travaille sur mon ordinateur et j'ai mon petit viewer s'il y a un besoin effectivement de voir le rendu natif. Et du coup, pourquoi une application en dur? C'est pas que c'est dérangeant, hein, c'est juste une question de réflexion. C'était la techno sur laquelle vous étiez parti au début, en fait. C'est historique pour utiliser en fait une meilleure intégration sur les OS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est resté là-dessus, on l'a fait pas mal évoluer, mais ça permet effectivement d'avoir certains avantages. Donc on est resté sur une application desktop. Bon, en soi, c'est pas un problème. Hein. Pour le coup, c'était plus de la curiosité que autre chose. Ma question. Hop, alors, je reviens dessus. Voilà. Donc ça, c'est le studio tel qu'il est. Alors, en général, on regarde un tout petit peu avant. Donc moi, j'ai dû passer, je sais pas, 20 minutes hier à regarder comment ça fonctionnait. Bon, j'ai téléchargé l'outil et j'ai regardé un ou deux templates parce que ici on a quelques templates qui sont disponibles. Alors il y a des modèles et des projets. C'est quoi la différence entre un modèle et un projet? Un modèle, c'est pour l'inspiration et un projet, c'est pour faire un truc en vrai? C'est une notion de volume. Le projet, ça va vraiment intégrer de la navigation. Donc, on va retrouver une structure d'app. Le côté modèle, c'est vraiment plus, on va se concentrer sur un effet ou sur une réalisation. Encore une fois, là, les templates, nous, c'est vraiment une manière de voir l'envers du décor de PandaSuite et de permettre de comprendre effectivement une construction, comment regarder en composant. Voilà, c'est pas forcément un template graphique, c'est vraiment une manière d'apprendre et de décortiquer l'envers du décor d'un projet. Ok, c'est clair. Et alors là, on a les projets. Et ça, les apps, j'imagine que c'est quand c'est publié, en fait, les apps, elles apparaissent ici, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça.
On a vraiment le Et du projet du contenu et l'app qui est la diffusion. Ouais, ok. Alors, j'ai fait un nouveau projet qui s'appelle, voilà, je l'ai appelé Ma Ville pour le moment, et je me suis dit, bah tiens, on va regarder ensemble. Aude et Benjamin m'ont préparé derrière une version un petit peu plus avancée que je montrerai un petit peu tout à l'heure, mais moi j'avais quand même envie qu'on regarde un petit peu dans le détail comment ça fonctionnait. Alors tiens, je vais commencer par mettre un petit peu de couleur. Je vais faire un beau bleu, voilà, un beau bleu. Un beau bleu, c'est quoi un beau bleu? Ça, voilà. Le bleu de Interest. Ce blanc, il est un petit peu tristoun, ce blanc. Voilà. Alors, du coup, on est automatiquement en mode. Alors, ce que j'ai pas montré, c'est quand on crée un nouveau projet, il va quand même nous demander quelques options. Soit on fait en mode web, soit on fait en mode mobile, soit on fait en mode ordinateur, soit on fait en mode personnalisé. C'est quoi? C'est juste la taille qui change? Exactement, en fait, c'est vraiment plus pour personnaliser l'expérience. Ça va être un ratio de référence pour commencer. Il n'empêche que si tu commences et tu choisis le web, tu peux après l'exporter sous une forme d'application native après. C'est vraiment plus pour t'orienter sur le choix du bon ratio et t'accompagner. Ok. Ok. Allez, on va mettre un petit champ texte. Alors, moi qui viens un peu du web, c'est marrant parce que on retrouve un peu plus un côté un peu PowerPoint, quoi. On fait ce qu'on veut où on veut, c'est formidable, quoi, la liberté. Ça, j'imaginais que c'était pour faire grand, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je suppose que c'est. Ah non, c'est truc. Oui, ok. Upper. Down. Indice Voilà. et exposant. Hop. Ça, de base, vous avez les polices, les Google Fonts ou c'est. Il y a une gestion en fait des polices qui est faite au niveau du compte si on veut vraiment personnaliser ces polices. Donc c'est assez simple de les ajouter, mais là on en propose. Il y a pas mal de Google Fonts de mémoire. Il y en a d'autres en fait qui sont libres. Ok. Ah non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Refais-moi en blanc. Voilà. Allez, on va le mettre quelque chose de ce goût-là. Donc après, est-ce que je peux copier? Ouais, je peux copier. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Comment je fais pour éditer? Ah, c'est bon. Hop. Bienvenue. Double-cliquer à l'intérieur pour rentrer sur le texte. De notre ville. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un petit formulaire. Je vais juste le remontrer. Pourquoi ça me l'a pas mis en... J'ai mis 50. Je voulais mettre 30. Voilà. Je vais juste regarder notre petit formulaire. Qu'est-ce qu'on avait mis? Voilà. Alors, on a une demande d'intervention. Alors, tiens, l'idée qu'il y avait à l'origine, c'était de faire un menu et de proposer plusieurs choses. Donc là, on a les images. Donc ça, on va rajouter image, une forme, les composants. Je pense qu'on regardera tout à l'heure. Il y a plein de composants. On va faire un petit tour tout à l'heure parce qu'on va en avoir besoin. Donc, on va regarder ça. Les sources de données. OK, nickel. Et du coup, on va faire une petite forme. Oh, que cette couleur, elle est pas belle. Ça ne va pas trop avec le fond que tu as choisi, quoi. Comment ça, tu trouves? Allez, on va faire un petit bordure radius arrondi. Et puis, on va faire... Donc ça, on va utiliser ça pour faire des boutons. Hop. On s'excuse d'avance auprès des spécialistes du design qui nous suivent et qui sont avec nous. Ouais. Non, mais alors, quand on n'est pas designer, il faut accepter qu'on fait des trucs moches, tu vois. Ça, c'est un truc... au moins, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est moche, mais j'assume. On vit pleinement. Pas de problème. On va essayer de centrer ça. Ah, c'est bien ça. J'aime bien quand ça se centre automatiquement. Alors, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Un beau vert. On confirme que ça pique les yeux. On va penser à toi, effectivement, Olivier. Ah, d'accord. Allez, tiens, on va mettre un orange. Ça va vraiment piquer les yeux. Voilà, orange, voilà. Et qu'est-ce que je peux mettre encore comme couleur? Un violet, ça sera beau, un violet. Ça sera très, très beau, un violet. Voilà. C'est très...
on peut mettre des borders. Oui, on peut mettre des borders. Tiens, je vais mettre une petite border, histoire de. Je pense qu'une petite border blanche, ça va être tout de suite beaucoup plus joli. Ça va être beaucoup. Voilà, ça va être beaucoup plus joli. Voilà, alors, on va refaire un petit texte. Donc, on va mettre incident. Hop, tac. Mais du coup, là, je te vois faire des formes et des choses comme ça. Ouais. Moi, j'aurais plutôt cherché dans les composants, voir s'il y avait un bouton. Ah, ouais, mais moi, j'ai triché. Actualité. Tiens, mec, est-ce que dans les composants, il y a des boutons? Il y a des zones interactives. C'est quoi une zone interactive? Voilà, après, c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude, il y a beaucoup de choses qui sont liées au côté interactivité, au côté presque un peu gamification avec le grattage, là, des choses comme ça. C'est assez drôle. C'est ça. C'est ça. Bah, oui. Il y a quand même pas mal de possibilités. Ce que tu vois sur le haut, c'est les composants graphiques. Un peu plus bas, tu vas avoir des composants de mise en page. En dessous, c'est des composants qui sont plus liés à des capacités d'e-système ou plus globales. Ouais. Tu vas pouvoir jouer avec le mouvement de la tablette, la reconnaissance d'image, même des conditions, des choses comme ça. Le paper, tu le vois en bas à droite. Ouais, il est là. Ouais. Et en dessous, c'est vraiment des composants qui sont plus liés à de la data. Donc, tu as l'authentification, c'est là que tu vas pouvoir te connecter à une API, et tout ça. Firebase, des collections. C'est ça. Et donc, en fait, ouais, on va vraiment beaucoup, toute la création de l'app va se baser sur les composants. Tu vas voir qu'ils sont assez flexibles et assez utilisables. Et pour répondre à ta question initiale, qui était la zone interactive, c'est une zone transparente sur laquelle tu peux, en fait, n'importe quel élément graphique peut être déclencheur d'une action. Mais si tu veux avoir une zone qui est décorrélée d'un élément graphique, bah, tu peux le mettre. Voilà, la zone. Du coup, ça permet vraiment de faire quelque chose qui a un peu la forme qu'on veut et du coup que ce soit ça qui interagisse et on n'est pas limité finalement à avoir un bouton qui a la forme d'un bouton ou quelque chose comme ça. C'est ça. On donne souvent l'exemple d'un texte ou d'un bouton qui est un peu petit et tu veux faire une zone interactive un peu plus grande pour justement faciliter l'interaction. Bon, mes boutons, j'aurais pu faire. On peut changer la taille de plusieurs trucs en même temps? Ah ah. Tu as l'option à droite, là, à droite de responsive, là. Ah, tu veux. Attends, non, mais c'est ce que je voulais faire. Ah, je peux pas débloquer, il veut pas me changer le ratio. Qu'est-ce que tu disais à droite de responsive? C'est où responsive? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux agrandir la taille de tes formes, c'est ça? En fait, je voulais les agrandir comme ça, tu vois. Toutes d'un coup. Et en fait, j'ai voulu les faire toutes d'un coup, mais quand je les augmente comme ça, en fait, ça marche pas. Mais ça marche pas. En fait, c'est que voilà, bon, pas grave. Hop, parce que on assume que ce soit moi je sois là. Alors, tu disais le responsive. Où est-ce que c'est, le responsive? Mais alors, tu peux en fait avoir, quand tu vois les propriétés de chacun des objets, tu as une petite case responsive qui te permet en fait de pouvoir déjà l'activer au niveau. Ah là. Et ensuite, du coup, quand tu cliques dessus, tu as la possibilité de dire comment ton élément en fait va être géré au niveau avec ta petite preview. L'idée, c'est que c'est basé vis-à-vis du groupe en fait du dessus. Donc là, par exemple, si tu veux mettre ton image et ton texte, il vaudra mieux que tu groupes ton image, ton texte et ton bouton. Garder en fait une cohérence de mouvement entre les trois. Voilà, donc tu peux les sélectionner après les trois. Alors attends, tu vois là, je voulais les centrer l'un par rapport à l'autre. Je les ai sélectionnés, j'ai cliqué là. Non, tu sélectionnes un des deux avec du coup, tout à l'heure, tu as réussi à le faire sans le vouloir, mais tu as la possibilité d'en sélectionner encore un. Donc sélectionne incident et voilà, tu as ton image. Sélectionne les deux à la fois. Et là, je sais quelle touche c'est Shift, je crois, sur Mac, tu recliques sur le bouton, l'image. Là ou non? Ça? Ouais, ici, là. Ton carré, là. Maintenant, tu peux l'utiliser. Ça devient ton élément de référence. C'est ton élément de référence pour pouvoir le concentrer vis-à-vis. Voilà. D'accord. Ah ouais, voilà, ça c'est un petit peu souk, ça, comme truc. Bon, je vais le faire comme ça. Et je peux grouper mes éléments, mes trois éléments, là? Je vais ça comme ça, mais... Et là, tu peux faire ces trois éléments, je peux les grouper? Ouais, tu peux faire un commande G.
Mais moi, je cherche dans l'interface. Il n'y a pas dans l'interface. Non, il n'y a pas de clic droit. Dans le menu en haut à gauche, à côté de ma ville, là, je pense. Non, ouais, sur ici, voilà, d'avoir des possibilités, dispositions groupées. Ah, voilà, ok, d'accord. Ok. Voilà. Et cette fois, du coup, ça va me fait un petit groupe. Et je peux renommer mon groupe? Ouais. Attends, et moi, dans la formation, je dis à tout le monde qu'il faut renommer. En fait, je le fais jamais. Donc là, je le fais. Je suis bon élève. Je suis bon élève. Ouais, ça c'est renommer les. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a actualité. Hop. Tiens, je vais charger les autres en même temps. SOS et user guide. Voilà, c'était ça. Les différents petits trucs qu'on avait. Voilà. Hop. On va le grouper. Bon, je vais juste mettre les illustrations. On va pas faire les trucs en dessous. On va faire le SOS. On va dire que ça, c'est information. Voilà. Et le dernier, le user guide, qui va être lui-même aussi magnifique. Oui, alors là, avec les icônes, c'est... Hein, c'est idéal. Hein. C'est vraiment super bien. Voilà. Je suis content de moi. Il y a un replay effectivement alors sur Twitch, le replay reste pendant une semaine. Sur LinkedIn, je crois qu'il reste en permanence et sinon sur YouTube aussi. Bah, sur YouTube, on les a, les replays, ils sont à la fois sur No Code France et sur la chaîne de Reverol, ma société. On les a, on les met, on fait attention. Alors, maintenant, je veux faire un nouvel écran parce que je vais faire mon écran d'incident. J'imagine que ça doit être par ici. On peut les renommer? Ouais. Il me tourne. J'ai dit, je suis un bon élève aujourd'hui. Il y a Pierre qui nous a rejoint. Alors, j'en profite pour parler de outilnocode.com, le site qui permet de retrouver les outils no-code. Et je vois que PandaSuite n'est pas sur outils no-code. Donc, je vous enverrai le lien au début, Benjamin. Ah, c'est en validation. C'est dans ma to-do. Mais j'ai vu que c'était très complet. Et avoir les bonnes informations. Oui, c'est effectivement. Il y a pas mal de choses à remplir. Et Pierre, je ne sais pas s'il y a Supabase d'ailleurs, parce que je voulais faire Supabase. Si il est en validation aussi, je ne savais pas qu'il y avait en validation. Sinon, je voulais faire Supabase. Non, il n'y a pas encore Supabase. Bon, je vais m'en occuper. Sur l'espace public. Hop. Voilà. Tac. Allez, on va le mettre en 50. C'est grand une page. Alors là, on va directement aller chercher de quoi prendre la photo. Tiens, on va commencer par la photo. Caméra. Voilà, caméra. Hop, caméra. Donc là, j'ai mon truc caméra. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer le résultat de la caméra? Alors déjà, là, ce que tu vois apparaître, c'est l'espace visible. Donc, c'est la caméra qui va se lancer parce que tu peux personnaliser l'interface, effectivement, et le rendu. Après, tu vas vouloir rajouter un bouton pour pouvoir faire une prise de photo. Donc, là, il suffit de rajouter un bouton et on va regarder, effectivement, comment créer une interactivité sur un composant. Sur ce composant, on va pouvoir avoir cette action-là. OK. L'idée c'est vraiment d'avoir des composants qui peuvent s'imbriquer les uns les autres. Donc, en fait, ils sont source en fait, d'action et ils déclenchent aussi via des événements. Donc, en fait, c'est un peu comme vraiment des briques de Lego où chacun va pouvoir se connecter en fait sur les autres pour créer une expérience personnalisée. Donc, c'est vraiment la volonté de Panda d'avoir des composants très réutilisables. Donc là, Aude le parlait sur le composant caméra. Là, par exemple, la Société Générale avait fait un scanner donc avec une animation dessus qui passait en fait sur la photo. Mais ça peut être utilisé pour faire des déguisements pour les applications de jeux ludiques. Donc vraiment, c'est notre volonté à chaque fois de réfléchir de ce côté-là. OK. Du coup, là, il n'y a pas de boutons en fait. Les boutons, il faut les dessiner en fait. C'est ça. Après, tu as le copier-coller entre projets, etc. Tu as un composant multi-état qui va te permettre du coup de pouvoir gérer des animations, d'avoir un état, over, etc. Mais effectivement, c'est via le multi-état que tu vas pouvoir créer ton bouton.
Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est très différent de ce dont on a l'habitude parce que, enfin, moi, j'utilise beaucoup de trucs qui font du web, entre guillemets. Et là, tu vois que la culture d'origine n'est pas la même, en fait. C'est marrant. C'est marrant. Tu as une C'est pas flexibilité, du coup, c'est pas une critique en soi, hein, c'est juste que c'est différent, quoi. Et surtout qu'il y a des codes web. Nous, en fait, on crée une fois et après, on arrive à créer des applications natives pour iOS, pour Android. Et on va aussi avoir le web. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui sont web-centriques. Et donc, du coup, ils peuvent utiliser toute la technologie du web facilement. Et nous, l'idée, c'est d'avoir la même expérience et toujours avoir la meilleure expérience sur tous les médiums. Donc, c'est vraiment ça aussi qu'on essaie de mettre en avant. C'est le côté natif des applications aussi qui sont créées derrière. Bien sûr. Alors là, je vais faire un lien de ma home vers ma page incident. Alors là, tu as habitude, je prends mon truc, je vais dans Action. Et ça, c'est la même chose que dans WeWeb. Donc là, j'ai mon trigger. Donc là, on va prendre un clic, j'imagine. Et là, je vais faire un changement d'écran. Voilà, changer d'écran, sélectionner un écran, écran 2. Et voilà. Voilà, c'est tout, hein. Ça, c'est facile. Et donc là, si je me mets à faut sauvegarder et prévisualiser. Alors, je sais que la prévisualisation ne fonctionne pas avec la caméra. Tu me l'as déjà dit. C'est ça. Voilà. Mais on verra après pour tester différemment. Mais voilà, en fait, c'est juste pour voir si mon lien il fonctionnait. C'est ça ce que je voulais voir. Je voulais voir, hop, ah bah non, je suis pas sur la première. À droite, à droite. On partage un navigateur, c'est facilement pour pouvoir le visualiser. Voilà. Et du coup, alors oui, comment je récupère mon URL de mon projet? Parce qu'en fait, là, tu as partagé juste à côté. Il faut prendre partager. Ah oui. En fait, tu vois, ce qui m'a troublé, c'est cette histoire-là, en fait. Je veux dire qu'en termes d'ergonomie, le Panda Viewer, là, c'était trop près de l'autre truc. Donc là, je vais l'ouvrir. Voilà. Et voilà. Et là. Et c'est moi ici, sur l'autre caméra. Sur l'autre caméra. Vous avez mes deux angles comme ça. Donc là, prendre la photo, il se passe rien, on n'a rien fait, tout va bien, ça c'est normal. Ça c'est normal. Alors, donc on reprend ici. Et maintenant, si on veut prendre la photo. Bah, tu parles de ton bouton ici, et tu vas faire à peu près la même chose. Au tap, en fait, là, c'est pas changer d'écran, mais tu vas utiliser agir sur un composant, parce que la caméra, c'est un composant. Ok. Et tu rentres dans un mode qui est la sélection interactive. Là, tu vas pouvoir te déplacer dans tout ton projet. Donc là tu as sélectionné, tu vois, ton bandeau. En fait. Alors, tu as dû l'annuler. Reviens dans l'action. Ah ouais, on a annulé. Ah, j'ai fait une fausse manip. On recommence. J'écoute, parce que j'étais en train d'essayer. Voilà. Donc là, j'ai fait sélectionner. Tu vas directement sélectionner ce que tu veux et tu peux te déplacer, c'est ce que je disais dans ton projet. Donc là, tu n'as pas besoin. C'est vraiment. Là, c'est bon. Plan. Ouais, ça c'est bon. Du coup, tu sais. Donc là, tu fais l'action. Voilà. Et tu peux en avoir plusieurs pour les composants. Et là, du coup, on est déclenché sur ta caméra pour prendre en fait la photo. Et là, tu valides. Tu peux mettre un délai, mais voilà. Du coup, ça permet. Et après, je mets une autre action. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ça va dépendre de ce que tu. Je sais pas. Elle est où cette photo maintenant en fait? Elle est dans le composant? Elle est dans le composant. Elle est exposée par le composant. Donc, tu vas pouvoir après la réutiliser comme tu veux. Donc, soit tu comme si c'était un champ de formulaire, en fait. Un peu. Comment? Soit tu l'enregistres tout de suite, soit tu peux attendre et le faire un peu plus tard. Un peu comme un champ de formulaire. Oui. Et du coup, là, tu peux l'utiliser. Tu peux, par exemple, pour pouvoir être variable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aude. Je pense que c'est une bonne manière à apprendre effectivement comment stocker la donnée. Utiliser la base de données Panda Suite pour stocker la variable et la réutiliser ailleurs dans l'application. Donc là, ça, c'est la base de données Panda Suite qui s'affiche ici. Alors ça, c'est assez drôle. J'ai regardé. En fait, c'est une base de données. Ça vous gère à la fois des variables et à la fois des données, en fait. Donc là, on peut avoir… donc là, je vais mettre mon image, par exemple, ma photo. Hop. Exactement. Et voilà. Et on peut faire aussi… Alors moi, ce que j'appellerais ça des collections, mais en fait, chez vous, ça s'appelle… des collections. Voilà. Et des collections, c'est un peu une table, en fait. Voilà.
Exactement, c'est ça. C'est beaucoup utilisé pour justement pour éviter de créer tous les écrans de façon statique. Beaucoup utilisent en fait des collections et dynamiquement en fait génèrent leurs applications comme ça. Ce sont des applications de reconnaissance de fleurs, ce genre de choses, ou ça peut être des Airtable qui pointent sur des biens immobiliers. C'est très divers, mais c'est vraiment une façon de rendre dynamique son application. Ok. On va regarder la version que vous nous avez fait, qui était un petit peu plus avancée, un petit peu plus complète. Comme ça, on va voir comment ça se passe quand on va plus loin et quand on va jusqu'au bout, qui était quand même assez sympa. Voilà, c'est vachement plus joli. Hein. On voit que le design, c'est qui? C'est Aude ou c'est Benjamin? Ouais, c'est beaucoup plus doux que moi. Donc voilà. C'est ça. Ça a de la bonne bande d'image. Oui. Bah, c'est important d'avoir de bonnes ressources. Donc voilà, ça c'est la petite application. Donc tu m'avais proposé un template. J'ai pas regardé, mais enfin j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé un petit peu dans le détail, mais voilà. Et là on a la même chose, tout de suite beaucoup plus jolie. Hein. Remonter l'incident. Hop, on prend une photo. Là, je vais prendre. J'avais un bout de caillou. Voilà. Hop. Voilà. Prendre la photo. Gratter ta ville pour aller chercher un caillou quand même. Ouais, non, ça c'est des souvenirs de vacances. Voilà, et puis là on a un petit composant qui définit la valeur. Donc là on retrouve un petit peu notre truc en entier. Et là je peux faire de la géoloc. Ouais, il me demande. Hop, voilà, ça c'est pas loin de chez moi, effectivement. On est à Rouen hein, pour ceux qui ne voient pas. Voilà, hop, on est à Rouen. Confirmé, là c'est mes coordonnées, tic tac tac, et voilà, c'est fait. Donc on a fait notre petite déclaration. Donc c'est assez sympa, c'est beaucoup plus interactif qu'un formulaire. En fait, un formulaire multi-step, c'est plutôt pas mal. Et si on regarde dans le back office, pas dans la config, comment ça fonctionne. Bon, j'ai fait le début, moi. Hein. J'ai fait celle-là. J'ai fait celle-là. Oui, j'ai fait. Non, j'ai pas fait celle-là, pardon. Non, j'ai fait la celle-là. première. Et j'ai fait celle-là. Alors là, il y a une petite astuce, en fait. Je me suis fait un peu avoir en regardant. C'est que là, il y a un petit 2. Et en fait, il y a des états dans le. Comment on pourrait appeler ça? Parce que pour moi, l'autre, ça, c'est un peu comme si on avait des slides, en fait, dans un PowerPoint. Et en fait, des états, c'est des variantes, en fait. Et c'est des tâches différentes, mais sur une même étape, en fait. Ça va être la même page, mais ça va être vraiment pour gérer les transitions. Là, tu vas pouvoir avoir l'effet du contenu de l'intro et la prise de photo qui arrive, par exemple. Donc, les états sont au niveau de l'écran, ou alors on a le composant multi-états dont parlait Benjamin plus tôt, pour faire des états sur un bouton, par exemple. Donc, tu vois, des transitions, le hover ou quoi, et ben c'est cette notion d'état qui te fait tes animaux. D'accord. Et là, du coup, comment est-ce que tu as fait? Ou alors non, parce que là, c'est un groupe, ok. Là, c'est un groupe. Et du coup, c'est ici qu'on a mis changer d'état. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est logique. Parfaitement logique. Ils sont gérés automatiquement, du coup, par l'outil. Que ce soit on a une brique animation qui permet de faire des animations Spring, ce genre de choses. Et ça peut, du coup, aller, là, par exemple, animation easy in out. Voilà, ce que tu as envie. Et toute l'interpolation est faite du coup par l'outil. Tu te concentres sur visuellement ce que tu veux obtenir et du coup les transitions sont faites. Et du coup là on a prise de photo qui est là. Et là alors l'étape en fait oui si c'était ça, c'était mon composant prise de photo de tout à l'heure. Dedans, ouais. C'était la même chose, sauf que là tu as des actions dessus en fait. C'est-à-dire que tu stockes automatiquement dans la base de données en fait, c'est ça. Exactement. Voilà. En fait, c'était juste l'étape d'après. C'est-à-dire, si tu vas sur le bouton prendre la photo, tu vas avoir la même action qui va te prendre la photo. Ah oui. Après, pour déclencher la suite et pour aller à l'étape suivante, en fait, l'action, le déclenchement, c'est mis directement sur le composant caméra. Et une fois que tu as prise, la variable s'incrémente et tu changes d'écran. Ah oui, là, ton déclencheur, j'avais pas fait attention, le déclencheur s'appelle photoprise. C'est photoprise et c'est ça qui est le point de départ. Oui, bah oui, c'est logique en événement, en fait, effectivement, faut que la photo soit prise pour que on puisse continuer sur l'écran suivant. Et donc, photo 4, hop,
photo 4, on est là. Donc là, c'était là où on confirme sa photo ou pas. Et ça, la valeur, elle vient du coup de la base de données parce qu'on l'a stocké dans la base de données. Voilà, c'est ça. C'est Là, ici je à pense cet que c'est endroit-là. directement le composant caméra, mais effectivement, en fait, dans les sources, il y a pas mal de variables, en fait, de propriétés, pardon, qui peuvent être reliées en fait à une variable. Donc, du coup, là, la source vient de quelque chose d'extérieur et c'est comme ça qu'on va pouvoir rendre en fait complètement dynamique son projet, parce que ça peut être une position, parce que ça peut être du coup là la source, mais ça peut être aussi la propriété visible, donc quelque chose qui ne devrait pas s'afficher en fonction d'une base de données ou d'un item ou d'une configuration. Là, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi le faire. Alors, on a une question que je ne comprends pas, donc je vais la lire telle qu'elle. Est-ce que vous gérez les animations Lottie? Un composant Lottie, animation Lottie. Il est là. Je les ai vus. Je l'ai vu. Il est là. Il est là. Ouais, les Lottie, c'est des animations. C'est en JavaScript. Non, c'est pas en JavaScript, les Lottie. Une librairie native après sur chacune des plateformes. Ouais. Donc, c'est des animations, effectivement. Je sais même pas avec quoi on les génère, les Lottie. C'est quoi? C'est un truc Adobe, ça? Ou leur effet de base, maintenant, ils ont leur propre studio, il me semble. Et donc, du coup, ça fait des applications après qui sont assez portables et qui sont surtout vectorielles, etc. Donc, avec tous les avantages du poids et de la fluidité. Et on les a intégrés dans Panda comme un autre composant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi avoir des marqueurs. Donc, on n'aura pas l'occasion de voir toutes les fonctionnalités de Panda Suite, mais on va pouvoir, par exemple, sur un timestamp vidéo, audio ou une animation Lottie, dire à tel endroit, on va pouvoir faire quelque chose. Comme pour le composant map, on a des marqueurs qui vont pouvoir être un pin ou ce genre de choses. Bah, tout ça va pouvoir être aussi connecté à des sources de données en fait externes. Donc, c'est vraiment aussi ça la volonté de Panda Suite, d'avoir cette brique de marqueurs pour aller plus loin dans le composant. Ouais, ok, cool. Okay. J'affiche juste 2 petits trucs. Ouais. Là, il y a Olivier qui passe par After Effects pour faire ses Lottie. Ok. Il nous disait, Olivier, qu'il voyait bien l'évolution depuis qu'il avait utilisé Panda et que ça lui donnait envie de réessayer. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ici, j'ai vu un petit truc. Là, il y a une sélection simple. Là, hop, c'est un petit bouton avec 3 valeurs. C'est marrant. Là, c'est des états différents, justement. C'est assez drôle. Pour montrer la sélection. Ouais. C'était une petite méthode assez marrante. Voilà. Et puis, après, de toute façon, ça fonctionne un petit peu partout pareil. Alors, après, il y a la question de comment est-ce qu'on finit et comment est-ce qu'on envoie les données, puisque là, sur l'exemple, tu as envoyé les données dans Airtable. Alors, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on a des champs. Ça, c'est les champs. D'abord, Olivier, on a David qui nous demande s'il y a moyen d'intégrer une charte graphique ou un design system. On peut le configurer, je pense, au niveau de l'app et du coup, Tu peux, ça dépend jusqu'où on veut aller. Après, il y a beaucoup de composants qui peuvent être en fait partagés entre les projets, donc on va retrouver en fait des composants qu'on va réutiliser. Mais oui, ça passe par ça et ça passe par du coup l'ajout de polices personnalisées aussi. Je crois qu'on en a parlé aussi en début de. Ouais. Mais tu peux pas définir un peu des styles, quoi, en fait, ou des bibliothèques de couleurs. C'est-à-dire que du coup, tu vas pouvoir binder, donc mettre en fait ta couleur sur composant pas tous. C'est d'ailleurs dans notre to-do. Mais ici, de pouvoir du coup rajouter en fait une variable qui va contrôler en fait tous ces textes-là. Ok. Alors, du coup, tu voulais publier ton app, c'est ça? Non, je voulais pas publier. Je voulais savoir comment est-ce que j'envoyais mes données dans. Voilà, c'est là. Voilà. Donc là, sur la confirmation finale, il y a un petit clic qui s'appelle lancer la requête New Airtable O et qui envoie la donnée vers Airtable. Ok. C'est ça. L'étape qui reste, c'est au niveau du projet. Donc, quand tu vas au niveau du projet en cliquant sur la petite maison. Voilà, tu verras qu'il y a un composant qui est ici. Et si tu vas dans les propriétés de ce composant, tu verras, alors là, tu vas pouvoir tester la requête, mais sur la droite, à côté des actions, tu vas avoir un onglet qui va te permettre de voir que c'est la connexion qui est faite à Make. Donc, on va simplement utiliser effectivement cette connexion-là. Et dans le contenu, si tu cliques sur le contenu, tu vas voir tous les éléments qui sont envoyés à Make. Et là, tu vas trouver tous les éléments au fur et à mesure du parcours utilisateur, la photo, l'email, voilà, toutes les informations que tu veux envoyer, tu les rajoutes là. Et ensuite, elles sont traitées directement dans ton scénario.
Ok. Et du coup, là, c'est soit des éléments d'interface directement des composants qui ont des valeurs stockées, soit c'est des choses qui sont dans les sources de données, en fait. Exactement. Et ça peut être aussi une requête HTTP qui va pointer sur un autre service comme la météo du jour ou ce genre de choses. D'accord. Donc tout est Là, il y a un connectable. petit truc. C'est vraiment l'idée, quoi. Il y a un petit truc rigolo. Tiens, on va regarder parce que je l'ai vu qu'en vidéo et je voudrais bien le faire. C'est comment est-ce qu'on va chercher une valeur. Donc là, si name, alors je vais la supprimer. Et Voilà. ici, je veux aller chercher une valeur. Comment je fais? Alors, tu passes ta souris au-dessus de texte qui va te permettre en fait de le lier. Donc là, tu peux cliquer après dessus et tu as les mêmes options, c'est-à-dire soit c'est à partir d'un composant, soit une base de données, soit le projet, parce qu'on a aussi des choses plus contextuelles. Donc, je ne sais pas ce que tu veux prendre pour exemple. Mais moi, attends, j'ai oublié ce que c'était. C'était le name. Ouais, voilà. Donc le name, c'est un composant. Exactement, c'est ça. Donc c'est là, un tu vas composant. retrouver le mot de tout à l'heure. Et là, tu peux vraiment naviguer dans le. Et donc, tu vas reprendre la petite flèche ou les écrans, comme tu veux. Tu vas aller sur. Je sais plus ce qu'on avait mis le name, ça doit être sur celui-là. Ah, bah, c'est celui-là. Et là, je clique là. Exactement. Et là, tu vois valeur de saisie et tu sélectionnes valeur de saisie en dessous. Ici, ah oui, ok, parce que ça, c'est des variables spécifiques aux composants, quoi. Et là, tu valides du coup après. Et ce qui te permet du coup d'aller lier en fait ta donnée de cette façon. Ok. Ouais, c'est assez marrant, c'est assez original en fait. C'est complètement graphique en fait sur le truc. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. C'est pour ça que je voulais le montrer. Ok, bah super. Donc à la fin, ça fait un joli. Tiens, je remonte le résultat quand même parce que ça vaut le coup. Je vais faire un petit reload de repartir depuis le début. Remonter un incident, prendre la photo. Ah oui, là, il y a une petite animation que j'avais pas fait attention tout à l'heure. Donc, je reprends ma photo. Et ça, tu l'as que quand tu es sur des étapes différentes dans un même écran, en fait. D'avoir la transition. Oui, tu peux avoir un composant aussi vraiment multi-état qui va te permettre aussi de le gérer à un endroit de ton écran si tu veux. Donc après, c'est assez libre. Effectivement, on l'a mis au niveau des écrans parce que généralement, on a toujours ces animations d'entrée, de sortie pour créer quelque chose d'assez dynamique. Mais tu peux le retrouver à des endroits cibles de ta page aussi. Et ça va être vraiment aussi la valeur de l'utilisation de Panda Suite. C'est vrai que là, on est sur le cas d'un formulaire. Nous, la vraie utilisation et le cas d'usage, ça va être qu'on va vouloir tout repersonnaliser et effectivement intégrer des éléments interactifs au sein du parcours utilisateur. Donc voilà. Ce qui fait vraiment la différence en fait avec un peu les autres solutions, c'est beaucoup plus le travail sur le côté visuel et sur le côté expérience de navigation en fait, qui vient du côté multimédia en fait. Et c'est intéressant. C'est exercice. On peut aussi intégrer des formulaires. Par exemple, on a un composant Tripetto qui permet de faire des formulaires offline. Donc, on passe par le studio de Tripetto, qui est un outil de création de formulaires. On va pouvoir intégrer de façon offline aussi à l'outil et l'utiliser comme c'était n'importe quelle source de données. On a aussi la possibilité d'utiliser et d'intégrer n'importe quel autre outil de formulaire avec en fait une iframe ou ce genre de choses. Et donc, du coup, on trouvait que c'était intéressant pour l'exercice de montrer en fait comment on allait pouvoir retravailler ce formulaire-là et pas simplement, du coup, utiliser un des composants formulaires qu'on pouvait avoir, quoi. Ouais, clairement. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ça permet d'aller très, très loin graphiquement. Après, il y a deux questions. La première question, c'est sur quoi on publie. Donc, j'ai appuyé sur publier. Voilà, je suis bête et méchant. J'ai appuyé sur publier. Et là, on a un prix et ça m'amène sur la deuxième question, c'est combien ça coûte. Donc, ça tombe bien. Alors, moi, belle transition. Alors, au niveau des abonnements et du prix de Panda Suite, en fait, il y a deux types d'abonnements. Il y en a un qui est lié vraiment à l'utilisation de Panda Suite Studio et un qui est lié au moment de diffuser. Sur l'utilisation de Panda Suite Studio, donc c'est ce qui correspond à édition, soit tu as un compte pro qui est très permissif, qui permet vraiment d'explorer la solution et en fait de pouvoir créer son projet de A à Z en explorant toutes les fonctionnalités. Par contre, on est limité à un seul projet et on n'a pas accès aux fonctionnalités de gestion de projet, la duplication, le transfert, l'import de typo. Donc voilà, le free permet vraiment de découvrir. C'est vrai qu'à partir du moment où on va venir un peu plus se professionnaliser et utiliser plus souvent l'outil, on va avoir besoin du compte pro à 29 € par mois ou 290 € par an
sachant qu'il y a 2 mois offerts avec la formule annuelle. Donc ça, c'est sur la partie vraiment utilisation de Pandastudio Studio, ce qu'on a vu là. Et après, quand tu cliquais sur la partie diffusion, là, effectivement, on a différents types d'abonnements qui correspondent en fonction du type d'application et de la diffusion que tu veux faire. Est-ce que c'est une web app? Est-ce que c'est une application native avec sa propre icône que tu vas exporter en mode iOS, Android, hein? Est-ce que aussi ça va être une application simple ou ce qu'on appelle un hub de contenu, donc une application dans laquelle tu peux faire vivre plusieurs types de contenus et de documents interactifs? Dans le cas d'une web app classique, on va être sur la formule web, qui est la première que tu vois. Et dans le cas d'une application single, c'est une application native iOS, Android ou desktop, Windows, macOS, Linux. Donc voilà, après on a différents types de formules. Soit c'est du mensuel, j'ai un besoin one shot, j'ai un événement, il dure 2 mois. Hop, je paye 2 mois, j'active, hop, je désactive quand je veux, j'ai la main. J'ai des formules à l'année pour des projets qui évoluent, je fais des mises à jour tout le temps, ça va être un projet évolutif. Donc, encore une fois, les formules à l'année te permettent d'économiser 2 mois sur les tarifs mensuels. Et après, tu as ce qu'on appelle le paiement unique, qui est, j'ai un projet d'application, par exemple, j'ai une board, je vais la faire évoluer pendant 3 mois, mais après, elle va tourner pendant longtemps. Mais en fait, on paye 1 an. On a 1 an de mise à jour, mais après, elle continue d'évoluer, elle devient autonome et je peux continuer à la faire tourner au-delà de cet abonnement. Donc voilà, pas mal de formules différentes en fonction de tous les besoins et on propose des formules aussi et des réductions à destination des étudiants, des écoles et du non-profit, enfin des associations, on fait des remises jusqu'à moins 50%. Donc voilà, et de toute façon, il y a marqué des startups aussi. Ouais, voilà. N'hésitez à nous contacter, bien sûr. Vous nous contactez et on vous dit quelle est la formule en fonction du besoin, s'il y a des remises ou pas. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. De toute façon, en gros, donc du coup, si on fait que une application ou sa première application, on n'a pas besoin de la partie abonnement mensuel. Et en fait, on paye que la partie diffusion. Donc c'est pas mal. On peut quand même pas mal tester avant et valider son outil et vérifier si ça fonctionne comme on veut, quoi. Oui, c'est ça. Et on a l'application Pandastudio Juva. On a plein d'étudiants qui nous utilisent. Qui créent plein de projets, ça leur permet aussi de présenter le projet de manière contextualisée. Ouais. Et j'ai vu que vous aviez plein de belles vidéos. Il y a un truc que j'ai pas mal et que j'ai bien aimé dans le studio, tiens, je vais le montrer, c'est qu'il y a des endroits où il y a des petits points d'interrogation qui s'affichent là-dessus et en général, c'est qu'il y a une belle page. Alors là, il n'y a pas de vidéo, mais il y a souvent des vidéos. Là, je trouve que votre doc, elle était très propre et plutôt pas mal. Help Scout. Donc ça c'est assez cool. Là, il y en a encore un petit là, voilà. Enfin, sur certains composants, il y en a aussi. Oui, en général, les composants sont documentés et on fait des vidéos effectivement pour aller un peu plus loin. Ouais, c'est bien. Et voilà, et toute la doc est en français aussi, en dehors des vidéos. Alors, je préviens, les vidéos, il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais elles sont sous-titrées en français. Et puis, il y a un accent français, donc c'est aussi… Ouais, ça aide. Voilà. C'est beaucoup plus facile avec l'accent français, je suis assez d'accord. Non, bah super. Super. Qu'est-ce qu'on avait comme question encore, Claire, sur le sujet? On a presque tout couvert. On a parlé de la connectivité, on a vu un petit peu se connecter, tout ça, le modèle de prix, la partie RGPD, stockage des données. Du coup, comme après on peut publier son application soi-même. Du coup, il n'y a pas de. Du coup, la partie base de données PandaSuite, c'est une base de données locale à l'application. En fait, c'est pas une base de données stockée et partagée entre les utilisateurs, hein, c'est ça? En fait, c'est vraiment c'est descendant, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui utilisent comme source en fait pour alimenter l'application. Donc même si l'application est publiée, ils vont pouvoir rajouter des choses, etc. Mais effectivement, donc elle est en ce sens partagée, mais c'est pas parce qu'un utilisateur va faire une modification que tous les autres vont le voir. Donc, on ne remonte pas en fait. Voilà, ok. C'était ça en fait. Tout ça en fait qui nous fait utiliser du coup le composant HTTP avec des intégrations. Supabase pour te faire plaisir et d'autres choses comme Firebase, Lano, Airtable, etc. Ok, c'est clair. Non, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on avait comme question maintenant? Je pense qu'on a fait le tour. Puis ça tombe bien, il est 14h, donc on est pas mal. Et moi, j'ai un
un rendez-vous tout de suite à 14 h. Donc, ça va être le temps de finir. Eh ben, merci. Bah, C'était merci. très sympathique de découvrir Panda Suite. Merci à vous pour Merci l'invitation. Aude. Ouais. Bah, avec plaisir. Merci Benjamin. Et puis, on va demander à Pierre s'il veut bien mettre la vidéo dans la fiche Panda Suite, mais ça peut être une petite découverte assez sympa à rajouter dedans. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine de No Code Crash Test. Je n'ai pas encore choisi ce que je vais faire. C'est pas encore tout à fait validé, mais on est large. On est large. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Bah, merci Benjamin, merci Aude, et puis à bientôt. Merci à vous. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.